Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit haul livre. C'était pas prévu, mais écoutez, j'en avais besoin. Voilà, j'ai pas vécu une semaine franchement super. Du coup, je devais aller faire des petites courses et je suis passée dans un magasin où il y a souvent des livres. Donc ça s'appelle, c'est des magasins de trafic en Belgique pour ceux qui connaissent. D'habitude, j'achète un livre, 2 livres, voilà, ça dépend un petit peu. Et là, j'en ai trouvé 5. Voilà, j'ai acheté 5 livres en sachant que j'en ai commandé il y a pas longtemps sur Amazon, que j'attends la livraison. Voilà, je vais me retrouver avec je sais pas combien de livres en plus et ce sont pas des petits romans, hein. Enfin il y en a certains ça va, mais voilà, t'en as une, c'est vraiment une grosse bricasse, mais celui-là j'ai vraiment très envie de le lire, j'ai tellement envie de le lire que j'ai même envie d'abandonner ou en tout cas de laisser de côté ma lecture actuelle pour me lancer dans ce roman. Mais je vais pas le faire parce que si je le fais, j'ai peur de ne jamais reprendre ma lecture. Or c'est un roman qui me plaît bien jusqu'à présent. Mais voilà, je vais me faire violence, je vais terminer mon livre en cours et puis je me lancerai dans celui-là. Trêve de suspense, hein, parce que vous vous demandez de quel livre je parle. Eh bien, il s'agit d'un livre de Joël Dicker, donc c'est le premier qu'il a écrit, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Alors, j'arrive après la guerre, hein, évidemment, tout le monde a lu ce roman, il a eu énormément de succès. Tout ça, moi je ne l'ai jamais lu. Alors, de Joël Dicker, j'ai lu un seul livre qui est L'énigme de la chambre 622. Je l'ai lu il y a quelques temps et j'avais pas plus aimé que ça. En fait, l'histoire et tout c'est prenant, t'as du suspense et la façon dont c'est écrit c'est vraiment super chouette. J'avais bien aimé ça, mais il y a beaucoup de choses dans l'histoire qui m'avaient pas plu. Déjà le rôle des femmes dans l'histoire, je me souviens il y en avait 3. Je crois qu'il y avait 3 femmes dans l'histoire et elles étaient toutes hyper stéréotypées et j'avais pas du tout aimé les rôles qu'il avait donnés à ces femmes. Je trouvais que c'était vraiment hyper misogyne et ça m'avait pas plu du tout. Ça c'était pour oui le rôle des femmes et alors dans ce roman-là il rendait hommage en fait à son éditeur et je trouvais ça chiant quoi parce que voilà moi je le connais pas ce bonhomme et je trouvais que ça n'avait pas d'intérêt dans l'histoire et ces deux choses-là voilà avaient un peu entaché ma lecture on va dire mais apparemment celui-ci est son meilleur, il est vraiment excellent. Quand je vous dis qu'on est sur un gros roman, il y a 854 pages, c'est écrit pas forcément grand. Voilà, c'est un gros roman, mais j'ai super envie de le lire. Je crois que ce sera ma prochaine lecture, je pense. À moins que, enfin, en fait, j'ai envie de tous les lire. C'est une catastrophe. Je ne sais pas lequel je vais. Je ne sais pas. Je pense que j'ai surtout envie de lire celui-ci parce qu'il vient de sortir un roman et qu'on entend beaucoup parler de Joël Dicker parce qu'il sort pas souvent des romans. Donc quand il en sort un, c'est un peu un phénomène. Et du coup, on entend beaucoup parler de cet auteur. Et voilà, moi, je vais pas lire le roman qui vient de sortir là parce que c'est 23 € et j'ai pas envie de dépenser cette somme. Mais du coup, je me dis que je lirai bien celui-là que je n'ai pas encore découvert. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 de L'immeuble de la rue Cavendish. Donc le tome 1, c'est Les manigances de Margot de Caroline Kant. Alors ce roman, j'en ai beaucoup entendu parler sur la chaîne de Magdalena, donc Triple L de Mag. Comme d'habitude ma référence. Elle les a, je pense, tous lus et elle a adoré. Elle a vraiment... Ouais, elle était vraiment très emballée quand elle en parlait. C'est tout petit, hein, il y a même pas 300 pages, donc ça va se lire très vite. Voilà, écoutez, je l'ai vu dans le rayon, je me suis dit, bon allez, j'avais déjà pris 4 romans. Un petit 5e, est-ce que c'est ça qui va changer grand-chose? Crois pas. Donc, je l'ai pris. Comme d'habitude, ah non, ah merde, t'as un truc ici... super moche, je pensais que c'était un autocollant que tu pouvais retirer. En fait, pas du tout, c'est incorporé à la couverture. Pourquoi ils font ça? C'est vraiment moche, c'est nul, mais bon, tant pis. J'ai acheté ensuite le livre de Michelle Obama. Je ne savais même pas qu'il était sorti en poche. Moi, je l'avais mis dans ma wishlist quand il était en grand format, mais il était cher, donc du coup, je l'avais pas encore acheté. Donc c'est son 2e livre, Cette lumière en nous. S'accomplir en des temps incertains. Je l'ai toujours pas terminé d'ailleurs, ça fait des années que j'ai commencé. Il me reste pas grand chose en plus à lire. C'était sur la biographie, l'autobiographie de Michelle Obama. Elle a écrit son autobiographie et en fait il me reste... Attendez, il est juste là derrière, je vais regarder. Il est ici, donc c'est... En plus il a souffert. Je crois qu'il a traîné très longtemps sur la table et en fait je ne me suis jamais décidée à le reprendre. Donc en fait je suis arrivée à la page 606 sur 750 pages.
C'est vraiment dommage, il me reste 150 pages à lire. C'est vraiment con. Je sais pas pourquoi je l'ai pas repris. Et en fait celui-là, donc il s'appelait Devenir. Et en fait j'aimais bien. Hein. J'ai annoté, j'avais pris plein de petites notes et tout parce que je trouvais qu'il était super intéressant. Michelle Obama, c'est, je trouve, une dame intéressante. Je trouve que son parcours de vie, ouais, je sais pas, est inspirant. Et j'avais vraiment envie de voir ce qu'elle disait. Et du coup, ben, j'avais décidé de lire son autobiographie que j'avais trouvé très très bien. Mais je sais pas, je l'ai jamais terminée. Je comprends pas pourquoi il faudrait que je la finisse parce qu'en soi, il reste 150 pages, quoi. C'est pas la mer à boire. Mais bon, voilà. Du coup, là, ben, j'ai acheté son autre roman. Mais celui-ci, je ne pense pas qu'il est autobiographique. Je crois que c'est vraiment axé développement personnel. Et je pense qu'elle se base sur sa vie, sur ce qu'elle a vécu pour tirer des leçons. Et faire réfléchir. À mon avis, ça doit être ça. Je sais pas. Il m'intéresse. Donc, du coup, je l'ai pris vu que je l'ai trouvé en poche. Et je vous dis, j'avais pas... je m'étais pas rendu compte qu'il était déjà sorti en poche. Donc, bah, écoutez, voilà. J'ai acheté un Guillaume Musso. Alors, donc c'est Angélique. Je suppose que c'est le... Donc, il vient d'en sortir un, là, en grand format. À mon avis, c'est celui qui est sorti juste avant, je présume, parce qu'en fait, ils étaient dans le même rayon. T'avais le grand format et t'avais celui-ci. Donc, en général, les grands auteurs, c'est ce qu'ils font. Hein. Leur précédent roman sort en poche en même temps que le nouveau roman sort en grand format. Le grand format m'intéressait beaucoup, mais il est trop cher. Donc, je me suis dit, bah allez, je vais tenter celui-là. Encore une fois, c'est sur les conseils de Magdalena. Elle adore cet auteur. Et... apparemment, il a changé son style d'écriture. Moi, je l'ai connu il y a des années. J'étais super jeune, j'étais ouais, adolescente. J'étais peut-être, ouais, je sais plus, peut-être 17, 18 ans. Je me rappelle pas quand je lisais ses romans, mais je devais avoir dans ces eaux-là. J'ai lu 2 romans à lui, ces 2 premiers. Et c'était très bien, voilà, c'était très bien. Mais après, c'est vrai que c'est plus du tout mon style de roman. Mais apparemment, maintenant, il écrit des thrillers. Et en plus, la couverture, elle est très spéciale. Elle est pas brillante, elle est un peu... elle est texturée. Et alors, quand tu ouvres, t'as un petit volet. C'est rare qu'on trouve ça dans des formats poche. Il était pas plus cher qu'un autre, il était à 8,90 €, donc c'est pas plus cher. Et là, il y a le même principe. Je trouve ça... ouais, je sais pas, je trouve ça un peu, je trouve ça spécial. Alors, à mon avis, celui-là, il va se lire méga vite parce que il y a 350 pages, mais c'est écrit hyper gros. Voilà, je sais pas si on peut se rendre compte à la caméra, mais c'est écrit gros. Et en plus, je vois qu'il y a des dessins. Il y a des dessins. Alors, il y en a pas 50, mais t'as quand même des dessins dans le roman. C'est inattendu. Voilà. Écoutez, je vais le lire. Donc, je vous ai dit, hein, c'est Angélique, le titre. Je sais même pas de quoi ça parle, c'est ça le pire, je sais pas. Je l'ai pris parce que c'était Guillaume Musso, que j'avais envie de lire un Guillaume Musso. Et puis le dernier livre que j'ai acheté, c'est un Agnès Ledig, Un abri de fortune. Alors je l'ai pris en format papier parce que c'est un tome 2. C'est la suite d'un roman que j'avais lu, mais je sais plus ce que c'était. Est-ce que c'était pas La toute petite reine? Oh, je sais plus. Je l'ai lu, je crois que c'était l'année passée que je l'ai lu. J'avais acheté le format poche. Alors que les Agnès Ledig, je les lis tous d'habitude en numérique, mais le format poche était moins cher. Et du coup, ben là, je me suis dit que j'allais le prendre aussi en format poche, vu que, ben voilà, je l'ai déjà, voilà, j'ai déjà le premier tome, on va dire. Mais ils disent pas que c'est un tome, c'est ça. Et en plus, ici, devant, tu as paru au livre de poche et il est pas dedans. Il y a juste dans le murmure des feuilles qui dansent et juste avant le bonheur. Mais je sais très bien que c'est pas un de ces deux-là. Ah ouais, non, c'est bon, c'est ça. La toute petite reine, c'était effectivement bien ça, j'ai vu dans sa biographie au début du livre. Voilà. En fait, c'est pas que c'est la suite, mais ça reprend, je pense, les mêmes personnages. En tout cas, c'est une suite indirecte. On va dire ça comme ça. Voilà. Je sais pas si ça vaut la peine d'avoir lu le premier tome, hein, j'en sais trop rien. Ici, on est sur 369 pages, donc ça va, c'est correct. Du Agnès Ledig, ça se lit très vite. Donc ça va. Celui-là, je pense qu'il sera lu assez rapidement. Voilà. Voilà par rapport à mes achats du jour, c'est abusé, je sais pas quand je vais trouver le temps de lire tout ça. Il y a des moments, au mois de janvier, j'ai lu énormément, j'ai lu 9 livres, ce qui m'arrive pas souvent de lire autant. En février, j'ai lu un peu moins, je pense que j'en ai lu 7. Ici, au mois de mars, c'est mal barre, je crois que j'en ai lu que 2 là depuis le début du mois. Je pense que voilà, je vais pas en lire beaucoup au mois de mars, mais j'ai eu pas mal de soucis là début mars qui ont fait que la lecture a été vraiment mise de côté. Mais bon, écoutez, ça m'a fait du bien d'acheter tous ces livres.
Il y en a, voilà, ils vont faire des magasins, ils achètent des vêtements, des chaussures, tout ce que tu veux. Moi, c'est acheter des livres qui me fait du bien. Donc voilà, par rapport à mes petits achats du jour. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes dernières lectures. Ça fait un bon moment que j'ai pas repris la vidéo. Je crois que dans le dernier rush, je vous présentais mes dernières acquisitions livres, les derniers achats que j'avais faits. Je vous avoue qu'il y a plus de 2 semaines qui sont passées entre la vidéo que je tourne maintenant et ce rush là. Donc ne m'en voulez pas trop si j'ai l'air un petit peu perdue. En tout cas là, je sais que j'ai 3 livres à vous présenter, 3 lectures terminées, donc je vais vous en parler tout de suite. Le premier livre que j'ai terminé, c'est d'un Maxime Chatham, donc c'est La Constance du Prédateur. C'est le dernier livre qui est sorti en format poche de cet auteur. Je me souviens que je vous en avais parlé, mais je ne sais plus quand. Quand je l'avais acheté, en fait, je l'ai commencé quasiment le jour même où je l'ai acheté. J'avais vraiment très envie de le lire. Cette histoire, ce n'est pas un tome 1. Donc en fait, on est avec une enquêtrice. Je pense que c'était le 4e, je crois que c'est le 4e tome avec cette enquêtrice. Attendez, c'est Ludivine Vanker. Et donc on est à 1, 2, 3, ouais 4. Celui-ci c'est le 4e tome avec donc l'enquêtrice Ludivine. Je le savais pas en l'achetant, je l'ai quand même lu. Alors au début c'était un petit peu embêtant parce que l'auteur fait référence au tome précédent. Apparemment, Ludivine a vécu quelque chose, un grand drame, quelque chose qui l'a traumatisé fortement, et l'auteur y fait allusion. Nous, on ne sait pas de quoi il s'agit puisque, enfin moi en tout cas, puisque j'ai pas lu les tomes précédents. Donc c'est vrai qu'à certains moments c'était un peu chiant parce que je me disais oui mais bon, il va pas s'amuser à faire ça dans toute l'histoire, à faire comme ça des rappels au tome précédent parce que c'est quand même un peu lent quoi. Au final, ça va. Il l'a fait au début quelques fois et puis après, on est dans l'enquête. L'enquête vraiment démarre et il n'y a plus que l'enquête qui compte, l'enquête de ce tome-ci. Du coup, ça m'a pas posé de problème. Voilà, même si je n'ai pas lu les tomes précédents, ce n'était pas très grave. Ici, on est sur une histoire quand même très glauque. Vraiment, par rapport à tout ce que j'ai déjà pu lire et j'ai quand même lu pas mal de thrillers. C'est vrai qu'ici c'est quand même assez glauque. Attention, on va être sur des affaires de viol. Mais vraiment abominable, voilà. En fait, il y a toute une série. L'histoire débute avec la découverte dans une mine désaffectée de toute une série, 17 je pense, si je me souviens bien, 17 cadavres de femmes qui auraient été tuées dans les années 80-90 par là. Et évidemment, on les découvre et on ne comprend pas comment ça se fait que, en fait, ces femmes ont été tuées sur un laps de temps relativement court, enfin on va dire un an et demi, et on comprend pas comment ça se fait qu'il n'y a pas eu d'autres meurtres après ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce tueur? Parce que quelqu'un qui tue à ce point ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain, c'est juste pas possible. Et donc il y a Ludivine qui est donc engagée, et Ludivine qui est profileuse, donc elle est pas enquêtrice, mais on l'engage pour déterminer le profil psychologique du tueur, essayer de trouver des caractéristiques pour pouvoir trouver qui c'est quoi, qui a fait ça. On va découvrir dans une autre mine de nouveau toute une série de cadavres de femmes, d'hommes aussi et d'enfants, donc c'est pire, beaucoup plus de cadavres. Et beaucoup plus anciens que les femmes découvertes. Encore une fois, on comprend pas comment ça se fait. Et puis il y a à nouveau eu un gros laps de temps entre les deux. C'est très curieux. Et en même temps, on découvre des cadavres de femmes actuellement, des jeunes femmes qui sont tuées là maintenant. On en suit une d'ailleurs tout au début. Je pense qu'on en suit une deuxième par après. Et on comprend donc qu'il y a ce fameux tueur est toujours en service. Et donc voilà, l'histoire ça tourne autour de ça. Avec comme petit suspense, donc il y a une jeune femme qui est kidnappée. Donc on suit le kidnapping et le meurtre de 2 jeunes femmes. Il y en a une 3e qui est kidnappée. Et on va suivre son calvaire à elle. Donc voilà, on l'accompagne chez le meurtrier et on découvre tout ce qu'il lui fait subir. Entre autres donc des viols à répétition. Donc encore une fois,
attention, si vous êtes sensible à ce thème, ici c'est vraiment, on est sur voilà, par rapport à des femmes, pas des enfants, mais par rapport à des jeunes femmes. Donc c'est pas forcément évident à lire. Et il y a vraiment une course contre la montre qui va débuter puisque Ludivine veut absolument réussir à trouver le meurtrier avant que cette jeune femme ne soit assassinée. Elle se fait vraiment... voilà, c'est vraiment sa quête, il faut qu'elle y arrive, c'est sa mission. Et donc voilà, en gros c'est tout ce que raconte ce roman. Donc il y a quand même 510 pages, on n'est pas sur une toute petite histoire, hein. C'est quand même bien fourni, c'est très haletant, il y a du suspense, on s'embête pas. Il m'a fallu un certain temps pour me mettre quand même dedans, je vous avoue, mais c'est parce que je ne connais pas l'enquêtrice. Je pense que le problème vient de là. Une fois que j'ai appris un petit peu plus à la connaître, je veux dire après 100 pages, bah ça allait tout de suite mieux et j'étais dedans, j'avais envie de connaître la finalité de l'histoire et qui était ce fameux meurtrier. C'est très bon, c'est du Maxime Chatham, moi j'aime bien son style d'écriture, moi je trouve qu'il fonctionne, voilà. En tout cas avec moi ça fonctionne toujours très bien. C'est le 3e roman de l'auteur que je lis, je pense. Il me semble que c'est le 3e. J'ai aimé tous ces romans, voilà. Du 3e que je lis, je l'ai aimé autant que les autres. C'est un auteur que je trouve efficace. Voilà, moi j'aime bien, il y avait du suspense, c'était très glauque. Il fait quand même partie des auteurs les plus glauques que j'ai pu lire, quoi. Donc si vous êtes un peu sensible, ne démarrez peut-être pas avec Maxime Chatham. Il y a souvent un petit peu de paranormal peut-être dans ces romans, enfin en tout cas dans le Signal que j'avais lu, là c'était carrément paranormal. Ici pas, c'est vraiment une enquête très terre à terre. Mais on va très loin dans le vice, on va très loin dans la monstruosité des hommes. Et voilà, c'était vraiment pas mal. Et peut-être que je lirai les autres romans qui concernent l'enquêtrice pour un peu savoir ce qui lui est arrivé. Autre petit roman que j'ai terminé, celui-ci il est très court, c'est L'immeuble de la rue Cavendish. Donc le tome 1, Les manigances de Margot de Caroline Kant. Donc je l'ai pris en format poche. Je sais pas combien il y a de tomes en tout. Attendez, c'est peut-être écrit au début de l'histoire. Non. Il y a juste les 2 premiers tomes qui sont renseignés, donc je ne sais pas combien de tomes il y a en tout, mais je sais qu'il y en a un certain nombre. En fait, ici, on va se retrouver dans un immeuble, donc c'est l'immeuble de la rue Cavendish, hein, voilà, il n'y a pas de suspense. Et donc, on va suivre Margot qui emménage dans cet immeuble et qui va découvrir tous ses voisins de palier, dans les étages au-dessus, en dessous, etc. De ce que j'ai compris, c'est que les autres tomes concernent des personnages de l'immeuble. À chaque fois, ce sont des personnages de l'immeuble qui sont mis en scène et dont on découvre l'histoire. Donc ici, c'est Margot. Alors ça, c'est un petit roman qui s'est lu extrêmement vite, hein. Il y a 260 pages, si tu veux lire un truc en une après-midi, pas de souci, celui-ci pourra faire l'affaire. Moi j'avais vraiment besoin de quelque chose de très léger et de très facile à lire. C'est pour ça que j'ai décidé de lire celui-là. Après, je vous avoue que j'ai trouvé ça très moyen quand même, voilà, je vais pas... c'est très moyen. J'ai lu ici derrière que quelqu'un mettait un décor digne d'une pièce de théâtre de boulevard. Et ben en fait c'est franchement ça. J'avais vraiment l'impression de me retrouver dans une pièce de théâtre. Les personnages sont très clichés, très exagérés. Les dialogues ne sont pas très naturels, je trouve. Je trouve que le trait est forcé en fait. Et ça m'a vraiment fait penser, c'est vrai, à une pièce de théâtre, à savoir que je déteste le théâtre. C'est vraiment pas mon truc, j'aime pas. J'aime vraiment pas ça, le théâtre. C'est pas du tout mon truc. Du coup, j'avais un peu du mal parce que ça sonnait vraiment faux et beaucoup trop exagéré dans tout ce qui est réaction des personnages, je vous dis les dialogues, etc. Ici donc voilà, Margot qui emménage dans cet immeuble, donc elle emménage dans l'appartement de son oncle parce qu'elle a vécu une rupture amoureuse qui la laisse un petit peu en mille morceaux, elle a besoin de se reconstruire, donc elle déménage et c'est un coup de chance, voilà, son oncle a un appartement dont il ne fait rien et donc elle va emménager là-bas. Et dans cet immeuble... il y a tous ses voisins qui sont tous un peu particuliers. Donc t'as la concierge qui est très cliché, hein, la concierge mal fagotée, sympa comme une porte de prison, très cancan, qui est toujours là à l'affût, essayer de voir et tout, d'entendre ce qui se passe. T'as un vieux monsieur qui perd complètement la boule.
Tu as une jeune femme qui est violoncelliste et qui se tape tous les mecs qu'elle rencontre. Tu as un couple d'hommes homosexuels. Et alors tu as au-dessus de chez elle un couple, donc mari et femme, dont la femme est enceinte. Et on va très très vite se rendre compte que cette femme est victime de maltraitance, de violence conjugale. Donc elle est ukrainienne, elle vit donc avec ce mec, hein, ce français. Et Margot entend des cris, des objets qui tombent, etc. Et donc on comprend bien que y a de la violence conjugale. T'as plusieurs petits thèmes comme ça qui sont mis en lumière dans le roman, mais qui sont pas plus développés que ça. Donc voilà, entre autres la violence conjugale, donc qui est un thème quand même fort, qui est pas évident. Il est pas vraiment développé ce thème. Tu as aussi le couple d'homosexuels qui va se marier au cours de ce tome. L'un des deux, eh bien, sa famille ne s'est pas pointé au mariage parce que voilà, sa famille n'accepte pas son orientation sexuelle, donc du coup ils renient leur fils. Encore une fois, c'est mentionné, mais c'est pas travaillé, c'est juste mentionné. Et tu as plusieurs sujets comme ça, des thèmes vraiment très sensibles et importants qui sont abordés, mais juste mentionnés. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais elle veut aller où, l'autrice? Parce que c'est bien quand tu écris un roman, voilà, d'essayer d'éveiller les consciences ou d'essayer d'apporter des solutions, d'apporter de l'espoir, ce genre de choses. Ici, en fait, il y a rien, il y a rien. C'est juste que c'est mentionné et ça n'apporte pas grand-chose. Je dois vous avouer que c'est pas un roman qui, ça m'a vidé la tête. C'était pour ça c'est pour ça que je l'ai lu. Ça a fait son petit effet. Est-ce que je vais lire la suite? Peut-être, parce que c'est quand même vachement distrayant. Et puis les personnages, voilà, il y en a, j'ai envie de connaître l'histoire. Là, le tome 2, c'est avec Charlotte. J'ai vu Charlotte qui est mère de famille, avec une petite fille de 9 ans qui est très spéciale, hein, qui ressemble très fort à Mercredi Adams. Elle est vraiment très particulière et ça me donne envie de connaître son histoire à la Charlotte. Donc, c'est pas exclu que j'achète le tome 2 si je le trouve en format poche. Mais voilà, c'était pas non plus incroyable comme roman, c'est pas... Je pense pas que je vais m'en souvenir très très longtemps, quoi. Ça peut bien fonctionner si vous aimez les romans style pièce de théâtre. Sinon, bon, voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. La dernière lecture dont je vais vous parler, c'est une lecture que j'ai faite en numérique, et donc il s'agit du roman qui s'intitule La Villa. Mais j'ai complètement oublié le nom de l'autrice, donc je ne sais pas, vous aurez la couverture, vous verrez bien quel est le nom de cette autrice. C'est un roman que j'avais vu sur, je pense, la chaîne de Magdalena, je crois, il y a longtemps. C'est pas tout récent comme roman, en fait je l'ai acheté parce qu'il y a eu une grosse baisse de prix en numérique, du coup je l'ai pris. Et j'avais fortement envie de découvrir ce roman parce que j'avais le sentiment qu'il sortait un petit peu de l'ordinaire. Ici, on est sur de nouveau un polar et on va suivre des jeunes gens qui participent à une télé-réalité. Et dès le début du roman, on sait que quelqu'un est mort lors de cette télé-réalité, mort dans la piscine. Et on sait pas qui c'est. Alors on devine, on pense savoir qui est cette personne, mais son identité n'est pas mentionnée tout de suite. Et on va suivre comme ça, eh bien notre héroïne principale, qui est, comment elle s'appelle, Laure, je crois. Oh, je sais déjà même plus. J'ai fini il y a pas longtemps, mais je crois que c'est Laure, mais je suis plus sûre à 100%. Qui est journaliste, et qui en fait intègre la villa pour pouvoir mener son enquête. Parce qu'en fait il y a beaucoup de mystères qui tournent autour de cette télé-réalité. C'est pas grand chose, c'est un concept hyper innovant. Le concept, c'est que l'émission ne va pas être diffusée à la télévision nationale, mais va être diffusée uniquement sur internet et 24 heures sur 24. C'est-à-dire que les internautes vont pouvoir regarder 24 heures sur 24 les gens qui sont dans la villa, vont pouvoir voilà, les suivre d'une caméra à l'autre et vont aussi pouvoir prendre des décisions à la place des candidats. Donc leur dire avec qui ils doivent dormir,
Voilà, ce genre de truc très malsain, hein, on est bien d'accord, c'est très malsain. L'objectif de cette ville-là, c'est de permettre aux candidats, donc 4 femmes, 4 hommes, de trouver l'amour. Voilà, le but c'est qu'il y ait des couples qui se forment à la fin du séjour, donc ça dure 7 jours, une semaine. Et le couple qui convaincra le plus des internautes va remporter une grosse somme d'argent. Donc ça c'est le concept de base. Et donc Laure qui intègre ce machin-là, elle a plein de soucis psychologiques cette fille, enfin plein de soucis psychologiques. Disons qu'elle a vécu une très grosse déception amoureuse, elle s'en remet pas, du coup elle fricote avec son patron qui est marié, qui est plus âgé qu'elle. Bref, c'est un peu le bordel dans sa vie et dans sa tête. Et bon, clairement, elle n'a pas envie de trouver l'amour, mais c'est vraiment du point de vue journaliste qu'elle intègre cette ville-là. Et nous, en fait, on la suit depuis le début, depuis le tout premier instant où le concept est mentionné. On sait que ça va exister. Elle va faire les auditions, etc. On la suit vraiment depuis tout le début. Et on comprend quand même assez vite que c'est hyper malsain ce concept. C'est vraiment enfin, ça va pas, quoi. Déjà, la télé-réalité, c'est de la merde. Enfin, moi, je ne supporte pas ça, la télé-réalité. J'en ai un peu regardé quand j'étais ado, tu sais, Secret Story et tout, quand c'était le début, là. Voilà, t'as tout le monde, c'était le truc super à la mode. Mais alors là, maintenant, ça fait des années et des années que j'ai pas regardé une télé-réalité. Je supporte pas ça. C'est pas possible pour moi de regarder ça. Et vraiment, là, c'est la télé-réalité dans tout ce qu'il y a de plus malsain, et c'est pire que ce qu'on peut même voir sur les chaînes françaises, quoi. À côté de Laure, on suit également une autre personne qui est la productrice de l'émission. Elle est interrogée par la police parce qu'elle est, en quelque sorte, considérée comme responsable du meurtre, puisque, les candidats sont censés être surveillés. Donc, il y a eu un problème quelque part, à un moment donné. On sait pas, on cherche, voilà, on cherche. Et donc voilà, le roman c'est ça. Moi je trouvais le concept assez sympa, vraiment innovant parce que voilà, ça touche à la télé-réalité et je trouvais ça assez cool. Alors à un moment donné, le roman va prendre une direction que moi j'ai trouvé très inattendue. Je m'attendais pas à cette fin. La fin de l'histoire m'a vraiment... je m'y attendais pas. Est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé? Je sais pas trop. Pourquoi pas? C'est peut-être un peu exagéré, je sais pas trop. En globalité, je dirais que le roman était quand même sympa. Moi, j'ai passé un bon moment, j'avais envie d'y retourner. Je trouvais ça... je trouvais qu'il y avait du suspense, l'intrigue vraiment te tenait en haleine, t'avais envie de savoir et... ouais, c'était quand même pas mal. J'ai trouvé que, globalement, c'était une chouette histoire, c'était un chouette roman, et je peux le conseiller parce que voilà, c'est vraiment différent des polars que j'ai lus jusqu'à présent. C'est pas glauque, enfin si, c'est malsain, par rapport à ce qui se passe dans la villa, mais c'est pas glauque dans le sens où tu n'as pas des viols, des cadavres retrouvés mutilés, ce genre de trucs. T'as pas ça du tout. Donc... voilà, si vous aimez pas ça, tout ce qui est trop morbide et tout, celui-là, ça va. Donc, voilà, c'était pas trop mal comme roman. Là, je me suis lancée dans le tome 4 des Détectives du Yorkshire, donc c'est Rendez-vous avec le poison de Julia Chapman. Celui-ci se déroule au mois de mars, et donc du coup, il est plus que temps que je le lise, puisqu'aujourd'hui, je crois qu'on est le 29 mars. Voilà, je suis pas très loin, j'ai lu 112 pages sur quasiment 700 pages. Donc, c'était pas forcément le livre que j'avais envie de lire en priorité, mais j'aime bien en fait lire ces romans au moment où ils se déroulent parce que, en tout cas c'est comme ça que je les ai commencés, totalement par hasard, et j'aime bien. Du coup je me suis dit bon voilà, celui-ci il se déroule tout au début du printemps, au mois de mars, c'est l'occasion de le lire, voilà, lis-le maintenant, et donc c'est comme ça que je me suis lancée. Pour autant, j'aime beaucoup, hein. C'est une saga que je trouve très chouette, c'est une saga qui est très réconfortante, je trouve. C'est pas glauque ni rien du tout, même si on est dans du cozy mystery, donc t'as quand même des meurtres. Mais c'est quand même réconfortant, et ce petit village anglais, voilà, t'as envie d'y aller, t'as envie d'y retourner. Les personnages, c'est toujours les mêmes que tu retrouves au fil des romans, donc tu t'attaches à eux, donc t'as l'impression que tu retrouves, t'es en terrain connu. Et...
tu ne dois pas faire d'efforts d'adaptation quand tu commences un nouveau tome, parce que tu connais déjà tout le monde, et ça je trouve que c'est reposant pour l'esprit et c'est vraiment sympa. Donc voilà, pour l'instant je lis celui-ci et voilà, pour le moment ça me plaît bien. Par rapport aux chroniques de livres, je pense que je vais m'arrêter ici. Par contre là j'ai été faire des petits achats de fleurs aujourd'hui. Alors la météo, c'est pas ça, hein, voilà, je sais pas comment il fait chez vous, mais en Belgique... il y a énormément de vent, il fait pas très chaud, il pleut, on n'est pas encore... tu sens que le printemps est quand même là parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en fleurs et ça c'est agréable. En fait les températures sont pas forcément très froides, il fait assez doux, mais étant donné qu'il y a beaucoup de vent et une pluie assez froide, ben en fait il fait pas terrible. Mais voilà, là j'avais envie d'acheter des fleurs parce que voilà, pour le moral il me fallait des fleurs. Et du coup je vais un peu vous montrer tout ce que j'ai acheté, c'est très coloré, c'est très joli, je pense que je vais les laisser à l'intérieur pour certaines, parce que j'ai peur qu'elles s'abîment dehors avec le vent. Voilà, les fleurs c'est quand même assez fragile et il y a un vent à décorner des bœufs, donc je vais m'amuser cet après-midi à les mettre dans des pots. Mais voilà, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Voilà, si ça vous intéresse, si tout ce qui est jardinage ne vous intéresse pas, vous pouvez, je pense, arrêter la vidéo ici. Mais si vous aimez bien ça, eh écoutez, je vous retrouve tout de suite. J'espère que vous allez quand même m'entendre malgré le vent. Alors, j'ai tout d'abord trouvé ce très très joli bégonia. J'ai vraiment craqué dessus. Il est magnifique dans des tons un petit peu rose orangé. Je trouve ça trop beau. Il était pas très cher, 4,19 €, du coup je l'ai pris. Je pense que je vais le laisser à l'intérieur. Je sais pas si j'ai déjà eu des bégonias mais ils crèvent tous, enfin voilà, j'arrive pas à les récupérer. Ah non, c'est de 17 à 23 degrés. Ouais, clairement c'est une fleur qui aime pas avoir trop chaud ni trop froid. Je vais la laisser à l'intérieur. J'ai trouvé cette magnifique fleur mauve. Je trouve qu'elle est vraiment je trouve ça trop beau. Par contre je sais pas ce que c'est, il est marqué Siningia, je connais pas du tout, je sais pas, c'est 4,79 €. Par contre celle-ci dans tout ce qui est, ils mettent pas, ah si c'est de 15 à 30 degrés. Alors celle-ci elle peut avoir un peu chaud, ça va, mais par contre elle peut pas avoir trop froid. 15 degrés, on n'a pas cette température là pour le moment le soir, donc clairement celle-ci elle va rester aussi à l'intérieur. Je la trouve trop belle, j'espère qu'elle va quand même rester voilà, jolie longtemps, qu'elle me refera des petites pousses. Voilà, des nouvelles fleurs régulièrement, je la trouve trop belle. J'ai acheté cette petite fleur qui est un peu plante grasse. Alors j'aimais beaucoup sa couleur, orange vraiment pétant. J'ai vraiment besoin de couleurs dans ma vie pour le moment. Du coup, celle-ci, je me suis dit qu'elle allait être trop jolie à l'intérieur. C'est une Kalanchoe. Quand j'ai montré à ma maman, elle savait ce que c'était. Je crois que c'est Kalanchoe, je sais pas comment ça s'appelle. Par contre, il n'y a pas il n'y a pas d'instruction voilà, de jardinage. Je sais pas si ça résiste au froid ou pas. Je vais regarder sur internet. Mais voilà, celle-là, sa couleur, franchement, je la trouvais trop belle. Alors j'ai racheté des petites pensées. Donc j'ai pris 2 fois les mêmes. Elles sont comme ça. Je les trouve trop belles. Alors les pensées, j'en ai acheté il y a quand même un petit moment. Il y a bien un mois. Et en fait, elles sont toujours très belles. Ça résiste de fou. Ce sont des petites fleurs qui coûtent pas cher, qui résistent. Normalement, ça revient chaque année. Et en fait c'est super beau quoi, franchement allez, c'est trop mignon. Donc j'en ai pris 2 comme ça. J'ai acheté l'une de mes fleurs préférées qui est la renoncule. J'adore cette fleur. Je préfère nettement les renoncules au rose, je trouve ça beaucoup plus joli, voilà, j'adore. Il y avait plein de couleurs différentes, c'est vraiment la saison, hein, c'est la saison des renoncules. J'ai pris deux les mêmes parce que voilà, je me suis dit que ça irait bien ensemble. Et donc c'est une couleur un petit peu rose orangé, un peu comme le bégonia, voilà, je sais pas, à mon avis je dois avoir une affinité avec cette couleur là pour le moment, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai été attirée par cette couleur. Et j'en avais acheté l'année passée plein, des renoncules, et en fait il n'y a rien qui a survécu. Mais les chats ont été grattés dans mes bacs, donc à mon avis ils ont tout déterré et je crois que ça a foutu les racines en l'air. Du coup j'ai plus rien des renoncules que j'avais acheté l'année passée. Je sais pas trop si ça résiste normalement au gel etc, mais je vais les mettre dans un pot. Je sais pas trop où je vais les mettre. Je pense que je vais les mettre quand même à l'extérieur parce que l'année passée j'en avais mis à l'extérieur au mois de mars, avril, et en fait elles avaient tenu très longtemps. Ça c'est une fleur qui aime bien être à l'ombre si jamais, parce que ma mère l'année passée on avait acheté aussi et les siennes n'ont pas tenu. Elles étaient en soleil et ça n'a pas tenu. Les miennes ont été tout le temps à l'ombre, elles n'avaient
jamais de soleil en pleine poire. Et elles ont tenu très longtemps. Donc petit conseil, mettez-les à l'ombre. Et alors finalement, j'ai acheté des géraniums français. Ici, c'est des belladonna. Je n'avais jamais vu de géranium français. Alors moi, les géraniums en général, ça fonctionne bien avec moi. Je les garde d'année en année et en fait, ils refleurissent à chaque fois. Et j'ai à chaque fois de superbes floraisons. Moi, les géraniums, je sais pas, ils se plaisent bien chez moi. Mais c'est toujours les mêmes couleurs. Et là, j'ai trouvé ceux-ci qui sont, je pense, sont différents des géraniums que j'ai habituellement. Donc j'ai pris celui-là. Oh, je trouve qu'il est tellement beau. Avec du blanc et du rose, je trouvais qu'il était magnifique. Et alors j'ai pris celui-ci qui est dans des tons un petit peu plus violets. Celui-ci c'est un... j'en sais rien. Grandiflorum, est-ce que c'est la sorte de fleur ou est-ce que c'est la variété? Écoutez, je ne sais pas. Et alors par contre par rapport aux instructions, alors mes géraniums classiques, je sais que ils ne supportent pas le gel. Bien que cette année je les ai laissés dehors. Je les ai laissés sur ma terrasse. D'habitude je les rentre dans le garage, mais là il n'y avait pas la place. Et donc du coup je les ai laissés sur ma terrasse. Je sais pas du tout s'ils vont reprendre. Là ils ont une sale tronche, mais c'est normal. Ils ont toujours une sale tronche avant que la saison débute. Donc je ne sais pas trop. Ils mettent pas les températures, ils mettent ce que tu peux les mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc écoutez, je sais pas trop. Je sais pas trop où je pense que je vais les mettre à l'intérieur pour commencer. Parce que les nuits sont encore fort fraîches. Mais ah non, la variété belladonna en fait c'est la collection. Du coup je sais pas c'est quoi la variété. Je sais pas. Mais en tout cas je les trouve fort jolies. Donc voilà, je vais m'amuser à les planter, à les mettre dans des pots. Ça va me faire du bien de faire ça, je pense. Je vais faire ça maintenant. Et voilà ce que ça donne. J'ai mis la plupart des petites fleurs ici. Je trouve ça trop beau. Oh, c'est trop joli. Vous faites pas attention au bordel dans l'évier. Mais je trouve ça super agréable. Franchement, j'espère qu'elles vont bien tenir. On verra. Et en plus, on voit les petites pensées derrière. Je trouve ça super agréable. Franchement, la cuisine comme ça... j'aime vraiment beaucoup. J'ai finalement mis les petites fleurs ici. Je retombe plus sur le nom, c'est pas grave. Vous m'excuserez mes trous de mémoire, mais voilà, j'ai du mal pour le moment. Et voilà, j'ai mis l'autre là. Je pense qu'elles tiendront bien. Normalement, ça tient bien, même si gèle ou quoi, ça devrait aller. Ici, il y a quand même pas mal de soleil, donc j'espère que ça va aller. On verra. Voilà, avec les petites pensées, je trouve ça sympa. Ça donne plutôt bien et ça égaye quand même pas mal la terrasse. Donc voilà par rapport à ces petites fleurs là. Et alors il me reste celle-ci. Je vous avoue que je sais pas trop quoi en faire. Je l'ai mis là. Mais ça va pas trop parce que le pot est fort grand. Et en plus elle a vachement souffert du rempotage. Pourtant j'ai été tout doucement. Mais en fait elle se casse mais de partout. Toutes les feuilles sont cassées. J'ai perdu des fleurs. Franchement elle tient pas. Vous voyez elle tient pas. J'ai mis un petit bâton pour essayer de la faire revenir, de la faire tenir comme ça. Mais franchement, elle est en très mauvais état. Alors je comprends pas parce que franchement, j'ai été tout doucement et au magasin, voilà, elle avait l'air, elle était en bon état.
Donc je comprends pas trop. Le pot va peut-être pas rester là, je sais pas trop, mais il faut que je le mette en tout cas dans un endroit où les chats peuvent pas avoir accès parce que j'ai un de mes 2 chats qui gratte la terre. Du coup c'est là, je sais pas trop où je vais la mettre et je peux pas la mettre à l'extérieur sinon clairement elle va pas tenir. Donc voilà, c'est dommage parce qu'elle est vraiment belle, mais je sais pas. Elle a très mal vécu le rempotage malheureusement. Bah écoutez, c'est sur ces dernières images que je vais vous quitter, sur mes petites fleurs actuelles. J'espère que ce petit vlog point lecture, jardinage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo si vous avez apprécié. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!